Bonjour à tous, bienvenue pour ce 11e et dernier webinaire du mois de l'innovation organisé par Argon & Co. Je suis Jean-François Laget, le directeur général du groupe, et nous allons évoquer aujourd'hui le thème de l'économie circulaire, un sujet qui prend de plus en plus de place dans les échanges avec nos clients, mais aussi dans notre quotidien. L'ambition de cette session aujourd'hui, c'est de vous partager des retours d'expérience sur la réussite de la mise en place de telles initiatives circulaires. Nous prendrons notamment l'exemple d'une ETI, JVD, qui a réussi à mettre en place un tel programme sans pour autant bénéficier de la force de frappe d'un grand groupe. Nous parlerons principalement des obstacles supply chain qu'il faut surmonter en apportant des réponses pragmatiques, mais parfois à contresens des projets habituels. Aujourd'hui, je suis accompagné pour évoquer ce sujet de Benjamin. Bonjour, merci. Je suis Benjamin Grise, directeur, référent sur les sujets d'économie circulaire au sein de la communauté Sustainability. Adrien. Bonjour à tous, Adrien Signolet, je suis en charge notamment de l'animation de la communauté manufacturing et de faire le lien sur ces sujets d'économie circulaire avec nos clients industriels. Et nous avons aussi Arnaud. Bonjour à tous, Arnaud Paris, directeur des opérations chez JVD, en charge de la coordination RSE. Donc aujourd'hui, notre agenda va se séparer en 3 temps. Tout d'abord, quelques minutes pour, on va dire, cadrer les enjeux, les défis de ce sujet de l'économie circulaire. Ensuite, nous prendrons l'exemple de JVD qui a su développer cette offre Reborn d'économie circulaire. Et puis, nous finirons par une ouverture sur les enseignements pour la réussite de ces fameuses initiatives circulaires. C'est parti. Alors, pourquoi on voulait vous parler d'économie circulaire aujourd'hui, donc dans ce parcours sur le thème de l'innovation? C'est parce que c'est un sujet qui est devenu et qui devient de plus en plus une réalité auprès des industriels. On a voulu citer ici une étude qui a été faite par le groupe ABB l'an dernier, dans lequel les répondants, aux 2 tiers, 67%, répondent prévoir des budgets pour développer, donc des budgets et des investissements, pour développer ces offres au sein de leur catalogue. Et ils ont raison. Alors principalement pour 3 facteurs qu'on vous a mis ici. C'est évidemment l'origine de l'économie circulaire, c'est les difficultés qu'on voit apparaître sur les approvisionnements. Donc on ne va pas vous refaire les explications sur la difficulté post-Covid des approvisionnements et les tensions qu'on attend notamment avec la transition énergétique, l'électrification. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude-là également, 90% des répondants déclarent avoir des difficultés. Donc on est vraiment sur un sujet qui est réel aujourd'hui et on n'est pas sur une perspective à 20-30 ans. Deuxième point, l'aspect réglementaire. Ce qu'on voulait vous montrer, vous expliquer aujourd'hui, c'est aussi que les réglementations sont en place. Il y a aujourd'hui des restrictions pour forcer et qui nécessitent les industriels de se mettre dans ce cadre et de développer des offres circulaires. Donc on en parlera avec JVD. On peut citer peut-être 2 sujets et 2 exemples sur cet aspect réglementaire. En France, donc la loi AGEC, que je pense vous connaissez, mais sur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, stipule aujourd'hui que pour les achats publics, on a, selon les fournitures, selon les types de fournitures, entre 20 et 40% des achats, des approvisionnements, qui doivent être faits sur des produits issus de la circularité. Donc réparés, recyclés ou bien réutilisés. Donc c'est une vraie contrainte qui a lieu aujourd'hui sur les différentes fournitures. Et un deuxième exemple de réglementation, ici plutôt au niveau européen, qui est peut-être moins connu aujourd'hui, c'est le CRM Act. Alors CRM comme Critical Raw Material. En fait, au niveau européen, il y a plusieurs matériaux, donc une grosse trentaine, 34 matériaux, dont le manganèse, le nickel, etc., qui ont été ciblés et qui vont également faire l'objet de réglementation pour avoir, à hauteur de 25%, l'introduction de produits recyclés dans la production de ces matériaux. Et donc ça, c'est à horizon 2030, donc ça va arriver très vite également. Et ce CRM Act inclut aussi un suivi très fort ou une restriction plus forte sur la traçabilité, et notamment sur la réglementation des déchets et l'export des déchets pour s'assurer qu'on garde ces gisements sur le territoire européen.
Donc voilà, une réglementation qui est déjà en place et pour laquelle les industriels doivent déjà se préparer. Et le dernier point, on le voit tous, Jean-François l'introduisait, un peu dans notre vie de tous les jours, c'est aussi l'essor de la demande pour ces produits plus durables, ces produits issus de la circularité. On connaît beaucoup les exemples comme Vinted, comme Back Market, donc voilà, qui se développent énormément. En France, en plus, vis-à-vis de nos pairs européens, on est peut-être encore plus en avance. Donc voilà, il y a une vraie évolution de la demande. Dans ce contexte-là, l'idée de l'économie circulaire, c'est donc de pouvoir répondre à ces enjeux en offrant des produits et des services plus durables. Alors c'est un thème très vague, avec des réponses très variées, pour lequel on observe divers modèles opérationnels. C'est les 7 modèles que nous, on considère chez Argon & Co, en tout cas que vous voyez à l'écran, qui répondent différemment à cet enjeu et en fonction aussi des contraintes de chacun des secteurs. Vous avez tout en haut tout ce qui est lié à ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Donc on ne va plus vendre un produit, mais on va vendre un service. Donc on a l'exemple phare de Michelin qui vend des kilomètres de pneus au lieu de vendre des unités de pneus. Donc toute cette économie de la fonctionnalité qui permet de réduire le besoin matière. Ensuite, on a tous les modèles qui sont plutôt liés à la remise en état, on va dire la revente et la remise en état. Donc la réparation, le reconditionnement et la revente de produits. Donc c'est là qu'on retrouve donc les modèles Vinted, la reboucle de la Redoute, Back Market, etc. Et ensuite, on a les modèles qui sont plutôt liés à la réutilisation, soit la réutilisation du produit en lui-même, s'il est toujours en état pour être réutilisé, peut-être pour un usage un peu inférieur, et la réutilisation des contenants, donc tout ce qui est consigne. Donc il y a les exemples classiques de consignes de nos produits du quotidien, mais c'est également vrai au niveau professionnel, notamment dans la logistique. On a l'exemple aussi des palettes réutilisées, mais au-delà de ça, il y a un gros développement de l'aspect plutôt conteneur, carton, plastique, etc., pour réussir à réduire la consommation donc à une échelle industrielle. Et enfin, le modèle du recyclage qu'on connaît tous, mais qui finalement est un peu le dernier maillon de la chaîne et ce qu'on arrive à faire si on n'arrive pas à faire le reste. Aujourd'hui, on ne va pas se poser la question de quel modèle je dois lancer, quel modèle est adapté à mon activité. C'est une question complexe. Et en tant que Argon & Co, on est vraiment attaché aux opérations. Donc on va plutôt se poser les questions de quelles sont les contraintes que je vais devoir lever pour mettre en place un modèle opérationnel qui est associé à ces modèles d'affaires. Et on va regarder principalement donc, ces modèles liés à la remise en état, à la réparation et à la revente, qui sont sur la droite, parce qu'on y retrouve toutes les complexités liées à la collecte et à la distribution, liées au tri et liées à la réparation. Donc voilà pour notre périmètre du jour. Et une fois qu'on a décidé de lancer une œuvre de ce type, il faut savoir le faire et on est vraiment sur un défi très opération. On va avoir un certain nombre de défis à lever pour mettre en place l'offre. On en a cité quelques-uns ici. On va avoir d'abord un sujet sur les gisements. Par rapport à une économie classique où on va savoir prévoir, s'approvisionner en matière, modulo les complexités d'approvisionnement, ici on est vraiment sur... on va devoir récupérer des gisements de seconde main, de déchets, de produits hors service, et prévoir où ils seront, quand ils seront là, et comment on arrive à les récupérer, c'est compliqué. Donc, quand Schneider a dit je vais lancer une offre de produits reconditionnés, ils ont dû se poser les questions où est-ce que je vais trouver mes armoires électriques, comment je suis au courant qu'il y a des armoires électriques à récupérer et comment je les récupère. Donc un vrai défi sur les gisements. Un second défi plutôt sur la diversité, parce que si on schématise, en fait, on va avoir un catalogue qui va ne faire que s'étoffer, parce qu'on va vouloir réparer des produits avec les différentes générations. Donc un catalogue qui s'étoffe, qui ne fait que s'enrichir. Et donc toute la complexité derrière de pouvoir gérer toute cette diversité, gérer les pièces de rechange. Quand vous allez chez Alstom, par exemple, qui répare des cartes électroniques qui ont plus de 30 ans, il y a des composants qui valent de l'or, qui sont sous-scellés dans les magasins. Donc voilà, il y a un vrai enjeu sur l'obsolescence et la gestion des stocks sur la diversité des produits. Et enfin, l'aspect plutôt logistique. Sur la logistique, on sait que la difficulté ou ce qui coûte les plus cher, c'est plutôt le dernier kilomètre.
En fait, dans des modèles de ce type-là, on va l'avoir 2 fois. On va l'avoir à la distribution, mais on va l'avoir aussi à la collecte, et sans l'effet de massification. Donc, comment on arrive à gérer ce problème-là ? Et tout ça dans un contexte, donc on va avoir des outils qui ne sont pas forcément adaptés à ces nouveaux modèles, outils industriels et outils informatiques, et avec une contrainte évidemment économique, parce qu'on souhaite offrir un produit qui est moins cher que le produit neuf, et qui assure une qualité crédible pour cette nouvelle offre. Donc voilà, c'est sûrement pas exhaustif, mais un cadre des différents défis opérationnels à relever. Et pour pouvoir y répondre, il va falloir penser un peu différemment de l'économie classique et avoir des modèles d'affaires un peu différents et des réponses innovantes. Donc je vais passer la parole à Arnaud, qui va nous faire un retour sur ce qu'ils ont pu lancer chez JVD. Tout à fait. Et avant de parler de ce retour d'expérience, je vais prendre quelques minutes pour présenter la société JVD. Donc JVD est un groupe mondial composé de 4 filiales à travers le monde. Le site principal est près de Nantes. C'est l'unique site français. Au total, on est à peu près 120 collaborateurs dans le monde. Et sur le site français, on est 60. Donc la moitié de l'effectif se concentre sur le site principal. On est une entreprise de taille intermédiaire, comme je le disais. On est ancré localement. Pour nous, c'est important, mais on s'appuie sur les bénéfices et les synergies d'un groupe. Comme la slide le présente, pour nous, c'était important d'intégrer tous les savoir-faire de l'entreprise. Et vous comprendrez pourquoi lorsque je présenterai l'offre Reborn. On conçoit les produits, on les commercialise en France et à l'export. On les produit, on les stocke et on les distribue, soit sur un modèle de vente indirect, soit sur un modèle de vente direct. Et bien sûr, on assure un service client et un service après-vente de ces produits. Ces produits, nos univers, c'est principalement l'hygiène des mains, l'hygiène de l'air et le secteur hôtelier. Dans ce qu'on appelle, nous, l'accastillage d'une chambre d'hôtel, c'est-à-dire tous les éléments que vous allez retrouver dans une chambre d'hôtel. Et depuis très peu, par l'acquisition d'une société qui s'appelle Noven, on s'est concentré sur... on a une troisième corde à notre arc avec des armoires de désinfection et de séchage, principalement pour les EPI, les équipements de protection individuelle. Le décor étant planté, il y a un peu plus de 2 ans, on est parti d'un postulat qu'on a une responsabilité environnementale en tant que producteur de produits électriques sur le marché. Et il nous a semblé important de penser au reconditionner. Que deviennent ces produits une fois qu'on les a vendus une première fois? Bien souvent, on n'avait pas la réponse. Donc, on s'est dit, lançons un projet de reconditionnement porté par une ambition forte et concentré dans un premier temps sur 2 grandes collections produits. La collection des sèche-mains et les purificateurs d'air. La particularité de ce projet, c'est que c'est un projet collectif qui regroupe 8 personnes volontaires, mais avec un fort sponsoring de la direction générale. Et évidemment, Adrien en parlait tout à l'heure, le cadre réglementaire présente les contraintes qui s'imposent sur certains marchés publics, notamment avec la loi AGEC, mais de manière un peu plus globale et générale, avec une prise de conscience sur notre impact environnemental et la nécessité de réutiliser, de donner une seconde vie à nos produits. Sur la page suivante, ce projet Reborn répond à 2 missions principales qu'on s'est fixées. La première, vous l'aurez compris, c'est de prolonger la durée de vie de nos produits au travers d'une offre de service complète qui se décompose en 3 parties. Une partie sur le gisement, il faut collecter ces produits. Une partie sur la remise en état au travers d'un diagnostic technique avec une ambition forte de réutiliser, de réemployer tout ce qui peut l'être et tout ce qui ne peut pas l'être, de s'appuyer sur les filières de recyclage existantes, voire même de se développer de nos éco-organismes pour les mettre en place. Et enfin, le reconditionnement, la remise en état pour une vente qui se fait soit au travers de nos réseaux de revendeurs indirects, soit au travers de notre site internet qu'on a créé avec ce projet. Évidemment, les produits qu'on reconditionne suivent différents états. On reconditionne un produit qui a un état. On a 3 états principaux et on propose une garantie sur les produits qu'on revend. Récemment, on a réalisé un bilan carbone et ce bilan carbone
supporté avec l'outil Hello Carbo, nous a permis de quantifier en fait les économies de matière économisées à réutiliser un produit existant, à s'appuyer sur un squelette existant. Et les économies sont très significatives. Hein. On est entre moins 40 et moins 55%, suivant les modèles de sèchement, d'économies de matière par rapport à un produit nouvellement mis sur le marché. Donc les enjeux sont extrêmement importants. La deuxième mission, c'est de le faire avec nos valeurs. Pour nous, c'était important de le faire en s'appuyant sur les ressources JVD, mais aussi en développant et en favorisant l'inclusion de personnes en situation de handicap. Et ça, on l'a identifié dès le départ, et c'est pour ça qu'on s'est rapproché d'un ESAT qui se trouve pas très loin de notre site de production, de manière à intégrer du personnel, entre 2 et 3 personnes suivant l'année. Et ça nous a fait beaucoup apprendre, tant dans la manière d'adapter nos process, d'adapter nos outils industriels, nos moyens, notre approche, la manière dont on forme ces personnes-là. Évidemment, tout ceci ne se fait pas du jour au lendemain. On a pu bénéficier également d'un accompagnement de l'ESAT pour être formé, pour avoir les bons codes et une communication adéquate envers ce personnel. Alors, vous l'avez perçu, l'économie circulaire représente un enjeu fort pour les entreprises. Il y a des nouveaux modèles d'affaires. Les équipes opérationnelles vont être des acteurs clés dans le succès de la mise en place de ces modèles, notamment par la multiplicité et la complexité des défis opérationnels à relever. Nous allons maintenant vous illustrer concrètement quelles peuvent être des solutions pour relever ces défis, des solutions qui sont bien souvent pragmatiques, innovantes et à contre-courant des réflexes et tendances actuelles de la supply chain linéaire. On pourrait aborder plein de thèmes, mais on va plutôt se focaliser sur 4 principaux. Le premier étant le réseau, donc le transport, là où on met les ateliers, etc., dont la structuration doit être très orientée coût pour répondre aux défis de compétitivité face au neuf. Et cette bonne structuration dès le début conditionne beaucoup la compétitivité. Le deuxième thème que nous aborderons concerne finalement la capacité à maîtriser l'activité dans un contexte que vous avez vu est d'approvisionnement très impilotable, complexe et contraint surtout. Troisième thème que nous aborderons, c'est comment garder de l'efficacité dans les flux logistiques retour, dans les flux entrants, dans un contexte où, vous l'avez compris, ils sont unitaires, ils sont inconnus, très différents d'un retour à l'autre. Et il s'agit de garder en compétitivité, en efficacité, justement pour opérer efficacement le service. Et enfin, dernière thématique, c'est comment soutenir l'efficacité opérationnelle en amont de tout ça, en préparant les produits par des nouvelles méthodes, notamment de reconception. Alors, si on s'attarde maintenant sur le premier thème du réseau, il y a trois solutions très pragmatiques que l'on souhaite vous mettre en lumière. La première concerne les délais, qu'il convient de rallonger. Alors, quand on dit ça, on est conscient que ça peut aller à l'encontre de tendances assez fortes d'accélérer, de gagner en agilité, voilà, pour répondre notamment à des ambitions de service, de raccourcissement des stocks, etc. Là, ici, la forte orientation coût amène à vouloir rallonger tous les délais, notamment de transport, pour pouvoir choisir des moyens de transport moins chers, aussi plus vertueux d'un point de vue carbone, de massifier aussi les unités de production, créant des files d'attente, et aussi de limiter les stocks de pièces de rechange, en ayant le temps, autant que possible, d'approvisionner à la demande plutôt que de stocker en anticipation. Et on voit d'ailleurs un certain nombre de produits ont des temps de réparation, des délais annoncés de réparation de plusieurs semaines. Bien sûr, il faut le faire en allant chercher, en ayant le maximum, la tolérance maximale tolérée par les clients et les utilisateurs. Il ne s'agit pas non plus de décourager les clients ni de saturer les points de collecte. Tout à fait. Chez JVD, les mises en stock suivent des campagnes de reconditionnement et
et la fréquence de ces campagnes dépend énormément de la volumétrie des produits collectés et de l'état de ces produits collectés. Après 2 ans, on ne peut pas garantir une disponibilité. Le deuxième thème concerne l'exploitation des moyens existants. Bien souvent, on observe dans les supply chains au sens large que des capacités sont sous-utilisées. Des flux retours, des ateliers un peu vides, des équipes sous-utilisées. C'est une vraie opportunité d'investir à moindre frais dans ces modèles circulaires, puisque le coût marginal de mobilisation de ces ressources est très faible. Et un exemple emblématique qu'on voit dans l'économie française, c'est l'exploitation par Renault de son usine de Flins, qui ne produisait plus de véhicules neufs, au bénéfice d'une activité de reconditionnement. Pour JVD, les produits Rebound sont reconditionnés sur nos chaînes d'assemblage et en fait, on s'est rendu compte qu'une chaîne était sous-exploitée à hauteur de 30%. Et cette réserve capacitaire a pu accueillir la charge associée à la mise en place et au développement de cette nouvelle offre. Et enfin, une dernière solution à contre-courant des tendances actuelles, c'est de limiter la taille des boucles, de viser plutôt une localisation plus marquée des boucles de retour, à contre-courant de tendances plutôt à une centralisation nationale, voire européenne, pour limiter les stocks, essayer de réduire les coûts fixes. Ici, on observe bien souvent qu'il faut aller chercher une maille plus locale pour limiter les kilomètres parcourus, et donc les coûts de flux retour et puis de redistribution, mais également, dans bien des cas, limiter la complexité douanière et de documentation qui est réelle sur ce type de flux. Et on le voit dans un certain nombre d'acteurs, voilà, dans la réparation textile, voire même dans certains cas dans les maisons de luxe, qui ont souvent une maille un cran inférieur, plus locale que leurs schémas de distribution, qui sont mondiaux ou continentaux. Deuxième thématique concerne la maîtrise de l'activité. On a vu, avec des approvisionnements difficilement pilotables, contraints, l'ancien client devient fournisseur, mais on n'a pas tout à fait les mêmes leviers que dans l'approvisionnement classique. Alors la première recette, c'est de restreindre l'offre, d'oser restreindre l'offre. Alors à l'époque actuelle où il y a Amazon qui a 1 million de références, voire encore plus, l'explosion des catalogues, voire même dans certains cas la capacité à vendre des produits qui ne sont pas encore fabriqués, voilà, de promettre sur des stocks projetés. On a conscience que c'est à contre-courant, mais c'est important dans l'économie circulaire pour sécuriser l'expérience client, dans un contexte où les approvisionnements sont très peu sous contrôle. Sécuriser, mais aussi ne pas créer de déception d'un point de vue client. C'est pour ça qu'on a, chez JVD, souhaité restreindre en fait, l'offre à 2 produits phares, cœur de gamme, avec une ambition d'élargir dans un futur proche. Alors, à plus long terme, dès le début d'une initiative circulaire, il s'agit de comprendre le cycle de vie des produits, qu'est-ce qui va casser, quel module, quand, avec quel type de client, pour comprendre le gisement éventuel, et donc de pouvoir mener à la fois identifier quand est-ce qu'il pourra être éligible à des retours, mais aussi quelles actions à mettre en place. Et ça, on est convaincu qu'il faut le mener très rapidement dans la démarche, compte tenu des cycles de vie qui sont longs. On parle de produits qui vont potentiellement s'user ou être en fin de vie au bout de plusieurs années. Donc la compréhension fine de ces produits-là est importante. Et bien souvent, dans le cas de distribution indirecte, les industriels ne connaissent pas bien l'utilisation de leurs produits. Ils ont quelques informations via les SAV, via des garanties, mais c'est souvent parcellaire. Et la compréhension complète de ces cycles de vie est importante pour demain piloter le gisement et en tout cas le solliciter. Et dernier point, quand on parle de gisement, nous sommes convaincus, et on voit de nombreuses reprises, qu'il faut amorcer la pompe, finalement en décontraignant les approvisionnements, en investissant volontairement auprès de ces nouveaux fournisseurs, les anciens clients, pour leur donner envie, les mobiliser pour redonner leurs produits. Alors on dit, il y a plusieurs dimensions à ça, plusieurs solutions. La première déjà, c'est de comprendre qui ils sont
et dans le cas de distribution indirecte, on voit que c'est un défi, de se faire connaître, de promouvoir l'offre, de valoriser l'offre d'un point de vue aussi environnemental, voire dans certains cas via des crédits carbone, de rendre l'offre facile, faire tomber les barrières aux habitudes, voilà, en ayant aussi des processus qui soient très faciles pour les émetteurs. Et puis enfin, et dans le dernier cas, avec un vrai point d'attention sur la rentabilité économique, c'est de rétribuer, de rémunérer l'ancien client, l'utilisateur, pour son produit, soit économiquement en le rachetant, soit des bons d'achat ou des avoirs. Mais un vrai point d'attention sur l'impact sur la rentabilité. Un exemple emblématique, c'est le marché de l'occasion automobile, que je pense tout le monde connaît, où très clairement les constructeurs rachètent les produits, les véhicules usagés pour alimenter le marché de l'occasion, voire même des acteurs dédiés ont mené des campagnes de communication agressives pour racheter les véhicules, se faire connaître, racheter les véhicules, avec aussi des offres de services tout à fait intéressantes. Oui, pour amorcer cette pompe, le développement d'une offre de produits reconditionnés, on sent bien que la collecte, le travail du gisement est un point essentiel, et on voit bien qu'il faut explorer tous les canaux. En tout cas, c'est ce qu'on a fait chez JVD. On a exploré tous les canaux de vente, nos réseaux de distributeurs, nos réseaux hôteliers, le secteur du CHR, le café, hôtel, restaurant, et encore bien d'autres. Et on sent bien qu'il faut inciter au travers du buyback, un peu comme le fait Black Market. Il faut inciter pour augmenter cette volumétrie de collecte. L'amorçage de la pompe est un facteur clé. Et en ce sens, c'est pour nous assez innovant par rapport à bien nombre de projets que l'on peut voir ou des nouvelles initiatives commerciales qui ont tendance, dans le modèle linéaire classique, plutôt à se focaliser sur le client. Là, on sent que souvent il y a des clients présents, mais il manque, en tout cas, la contrainte de la ressource domine par rapport à la contrainte des clients. Troisième thématique que l'on souhaitait partager avec vous concerne l'efficacité, plutôt dans l'exécution des flux logistiques, des flux entrants, que l'on a vu sont unitaires, très erratiques. Chaque produit est différent en qualité, en type de produit également. Alors la première solution très pragmatique et innovante, souvent par les moyens digitaux qu'elle mobilise, est de bien identifier, contrôler les produits, contrôler au sens de la qualité, avant même que le produit parte, pour faciliter, pour donner la capacité aux opérations ensuite en aval, de se préparer par les pièces, par la planification de la charge, et donc de gagner en efficience. Voire, dans certains cas, d'éviter un flux retour qui s'avérerait sans valeur si le produit finalement n'est pas dans le catalogue et est beaucoup trop dégradé. Et on le voit au quotidien, par exemple, sur Back Market, qui était évoqué précédemment. Back Market va par exemple faire un formulaire pour essayer de comprendre quel est le produit électronique à ramener, de poser quelques questions pour qualifier l'état de ce produit-là, voire même de donner une valeur de rachat estimative aux clients, enfin, ou plutôt aux fournisseurs, et donc de qualifier finement le flux retour. Deuxième recette concerne plutôt l'organisation humaine des équipes qui doit privilégier grandement la polyvalence. Alors c'est quelque chose que l'on voit dans le SAV classiquement, mais dans les ateliers de reconditionnement, on va retrouver cette même logique à une plus grande échelle. Ce qui est à contre-courant d'ateliers d'assemblage, de fabrication, qui sont plutôt orientés spécialisation des postes, où les produits vont se passer d'un poste à l'autre avec des opérateurs très très spécialisés sur leurs tâches. Ici, on voit que la diversité des produits et aussi des opérations à réaliser milite, voire avec un effet de surprise, où on s'aperçoit en cours de réparation ou de reconditionnement d'une opération supplémentaire qui n'était pas prévue, qu'il faut plutôt des opérateurs très polyvalents. Au quotidien, on voit ça typiquement dans la réparation automobile. Un mécanicien de garage est bien plus polyvalent qu'un opérateur dans une chaîne d'assemblage. Il n'a pas les mêmes compétences. Oui, tout à fait. On dresse le même constat pour le lancement de l'offre Reborn. En effet, le métier du reconditionnement est un métier très complet qui nécessite de nombreux savoir-faire. Et la force d'une entreprise existante avec une structure intégrée est une force, puisqu'on peut s'appuyer sur chacun des métiers
depuis le service après-vente, tu en parlais tout à l'heure Benjamin, mais également le bureau d'études ou même les achats en s'appuyant sur les compétences techniques de nos fournisseurs. Oui, merci. Et enfin, sur cette thématique de l'efficience, un dernier levier intéressant est de s'appuyer, d'explorer et de s'appuyer sur des bons partenaires qui ont des volumes, de l'expérience, et de ne pas s'enfermer dans le secret, l'hubris de vouloir tout faire tout seul sur un projet pilote. Au contraire, nous sommes convaincus que dans les premières phases d'un projet de circularité, il faut savoir s'entourer des bons partenaires, soit on va dire commerciaux, mais aussi d'opérations. Et on le voit par exemple, des réparateurs mécaniques, des réparateurs textiles, peuvent être par exemple un bon écosystème pour faire du reconditionnement. Des logisticiens également sont à explorer pour leur capacité à saturer des flux retours, mais aussi à opérer certaines opérations de reconditionnement, tant on voit qu'ils ont de l'expérience bien souvent dans des opérations d'emballage en fin de flux logistique. Et ces savoir-faire sont souvent assez peu éloignés de certaines opérations, au moins d'une partie des opérations de reconditionnement à développer. Oui, l'identification des partenaires est clé. Et s'appuyer sur un réseau de partenaires, des canaux de vente précisément existants, est une aide précieuse. Et trouver des synergies et des stratégies gagnantes à tout point de vue, c'est également clé. On voit bien qu'au-delà de l'intention, il faut vérifier derrière concrètement le modèle économique, que derrière il y a une réalité économique qui permette à chacun de s'y retrouver. Tout à fait. Et enfin, la dernière thématique, alors qui est moins portée par les opérations, mais qui mobilise fortement quand même les équipes opérationnelles, c'est comment les acteurs, notamment plutôt du développement produit, peuvent faciliter l'équation opérationnelle en préparant les produits à la circularité. C'est un sujet qui doit être abordé très tôt dans la démarche, compte tenu des cycles de vie qui peuvent être très longs des produits. Donc il faut l'anticiper. Et pour ça, la meilleure manière, c'est plutôt de l'influence, de la sensibilisation, des guidelines sur des notions de modularité des produits, de simplicité, d'éviter des gestes d'assemblage ou de réparation très chronophages, de développer plutôt des pièces communes qui vont grandement contribuer à la compétitivité de la réparation ou du reconditionnement ultérieurement. Et bien souvent, ce que l'on constate, c'est que ces démarches-là, cette sensibilisation-là, ne se fait pas au détriment des coûts de revient neufs. Mais bien au contraire, dans un certain nombre de cas, ça concourt également à la compétitivité neuve. Je pense qu'on va difficilement trouver une entreprise qui voit un désavantage à avoir des pièces communes au sein de sa gamme. Peut-être oui, d'un point de vue artistique, ça peut effectivement nuire, mais en tout cas d'un point de vue coût de revient, très certainement pas. Et on voit notamment dans le textile, c'est un vrai défi, et de nombreuses marques poussant la réparation textile militent pour ces démarches-là et sensibiliser les équipes produits. Et enfin un dernier thème concerne le rétrofit. Un levier fort de compétitivité consiste à oser mettre à jour les produits aux dernières normes, avec les derniers composants possibles, ce qui a plusieurs vertus. La première, c'est d'offrir des produits qui seraient plus performants, mais aussi de simplifier la gestion des pièces de rechange, voire aussi des opérations, en évitant des stocks fin de vie qui, je pense que vous le savez, sont extrêmement coûteux en BFR et complexes et un casse-tête récurrent pour les équipes approvisionnement. S'autoriser du rétrofit, voire même s'imposer du rétrofit partiel, visible ou invisible, simplifie énormément le pilotage des stocks et a des vertus aussi en termes d'offres. Oui, dans le cadre du reconditionnement, tous les produits reconditionnés bénéficient des dernières mises à jour logicielles sur nos composants électroniques, mais aussi sur nos éléments de plasturgie.
notamment avec l'intégration de plus en plus forte de plastique recyclé sur des pièces non visibles ou des pièces colorées. Et lorsqu'on démonte un appareil, on ne peut pas parfois réutiliser une carte électronique. Je prends cet exemple. Eh bien, on travaille avec notre réseau de fournisseurs pour rétrofiter les cartes non réutilisées pour les upgrader et les rendre disponibles à l'offre Reborn pour de futures utilisations. Donc, on gère aussi notre stock de cette manière en partenariat avec nos fournisseurs. Le seul point d'attention qu'on peut avoir sur cette solution-là, c'est le caractère légal de normes ou d'accréditation de certains équipements. Donc, ce n'est pas possible sur tous les composants ou tous les équipements, mais en tout cas, nous sommes convaincus, et on le voit dans de nombreux cas, que c'est à explorer au moins systématiquement, de chercher des opportunités de rétrofit systématique. Merci Benjamin, merci Arnaud. Dernière page pour conclure cette présentation. L'idée étant de prendre un peu un pas de recul sur voilà, les grands enseignements. Il faut bien se garder sur ces sujets d'économie circulaire, de faire des vérités générales, parce que vraiment chaque cas est très spécifique. Mais tout de même, on observe donc avec JVD et puis avec d'autres clients un certain nombre de points clés qui sont un mix de facteurs entre guillemets classiques de projets de transformation, mais aussi de sujets innovants liés à l'économie circulaire. Et on distingue vraiment deux phases. Une première phase qui est de l'ordre du lancement et de la validation du modèle, et ensuite la mise à l'échelle. Et donc sur cette phase de lancement et de validation du modèle, donc, on a vu, voilà, il faut démarrer petit. Le premier point, c'est maîtriser le risque, et donc démarrer petit sur un périmètre de produit, sur un périmètre géographique, etc., pour bien se faire la main et maîtriser le risque. Le deuxième point, c'est peut-être là qu'on y voit le plus d'innovation, c'est briser un peu les codes par rapport à des offres classiques. Et donc, Benjamin et Arnaud nous ont donné des exemples, mais on est sur une offre qui a une valeur nouvelle. Donc, les clients sont aussi prêts à des contreparties différentes. Donc, voilà, Schneider, comme JVD, ne vend que des produits reconditionnés sur ce qu'il a en stock pour assurer la qualité et le service. Arnaud l'a pas mentionné, mais côté JVD, les clients, enfin les détenteurs de produits à reconditionner vont les déposer dans des points relais. Donc c'est eux qui font l'effort aujourd'hui. L'offre est améliorée, mais aujourd'hui c'est eux qui font l'effort. Ils le font parce qu'ils voient un attrait et une valeur dans cette offre. Donc il ne faut pas hésiter à aller entre guillemets bousculer et demander un peu plus que ce qu'on peut avoir sur une industrie classique. Et on en a parlé, bien s'entourer de partenaires pour décomplexifier le sujet. C'est déjà suffisamment complexe à lancer, donc bien s'appuyer sur des partenaires pour décomplexifier. Et évidemment, comme dans tout projet de transformation, démontrer le projet, démontrer les résultats, et donc ça passe par des résultats chiffrés, comme le présentait Arnaud. Donc ça a besoin d'innover pour lancer, et ensuite il y a le passage à l'échelle. Et on retrouve, comme dans tout programme de transformation, la nécessité d'avoir un bon embarquement et un bon sponsorship, parce que on le voit chez JVD, c'est à la fois un sujet d'offres et de contraintes réglementaires, c'est une volonté du groupe aussi d'un point de vue responsabilité personnelle et d'intégration, qu'on est vraiment sur un projet de transformation groupe, donc c'est nécessaire, notamment parce que derrière on va passer sur une phase d'investissement plus important. Et c'est là aussi qu'on a le sujet, en deuxième point, de professionnalisation. Arnaud l'a dit, aujourd'hui, donc à Nantes, sur le site de réparation, sur le site de production et réparation, il y a beaucoup de porosité, et on s'appuie sur cette flexibilité pour pouvoir produire les produits reconditionnés. Quand on arrive à un volume suffisamment important, c'est là qu'on va se poser la question de professionnalisation. Si on reprend l'exemple de Schneider, ils ont démarré un peu pareil, et aujourd'hui, ils ont 2 sites en France, de réparation, de reconditionnement dédiés à ça. Donc c'est là qu'on arrive sur une phase de professionnalisation, une fois qu'on a bien démontré et qu'on a profité des synergies pour démontrer le modèle. Et ensuite, tout ça, évidemment, ça doit continuer à se faire pas à pas, notamment pour suivre la maturité du marché. Alors c'est quand même un marché qui est encore en évolution, donc souvent, il y a les pas à pas pour suivre cette progression. Et on en a aussi parlé, bien s'appuyer sur l'écosystème. Il y a beaucoup de valeur dans les réseaux. Alors, écosystème professionnel, écosystème aussi avec des instituts publics, parapublics, pour créer le lien, identifier et générer les innovations, et vraiment s'appuyer sur ces réseaux.
également aussi sur ces réseaux pour communiquer et faire connaître l'offre. C'est là aussi qu'on a un gros enjeu. C'est on n'est plus sur une relation directe B2B, mais on va toucher un niveau, 2 niveaux plus bas. Donc il y a un vrai enjeu de sensibilisation et de faire connaître l'offre. Et ça, il faut s'appuyer sur les réseaux pour le faire. Voilà un peu les grands enseignements qu'on voulait partager. Et peut-être le dernier message, c'est que oui, c'est complexe, mais l'idée est de démarrer petit, de se faire la main. On sait que de toute façon, les contraintes et l'évolution font que ça va arriver, ça va être une nécessité. Et ce que montre JVD, c'est que ça permet aussi d'apprendre et être prêt pour le moment où le marché sera mûr et avoir le coup d'avance, notamment sur la compétition, pour être prêt et puis démarrer vite lorsque ce sera le cas. Arnaud, tu veux dire un dernier mot peut-être pour conclure sur cette phase de présentation ? Oui, exactement. On voit bien dans les 2 grands messages de cette page de conclusion que c'est possible, c'est accessible. Ça doit être porté par une volonté forte, un sponsoring de la direction, on en a parlé, et c'est important de valider le business model pour en maîtriser les risques. Et on sent bien que être avant-gardiste, ne pas attendre que la concurrence le fasse à notre place, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'on tire de nombreux enseignements, parce qu'on profite également de ces enrichissements à lancer cette expérimentation qui n'en est pas une pour Rebound puisque on a pu valider le modèle de coût. Et donc, c'est important parce qu'on passe d'une économie linéaire à la mise en place d'une économie circulaire. Et en fait, derrière, on a identifié les chantiers qui vont nous permettre de passer à l'échelle, avec toutefois quand même une maîtrise des risques, notamment les risques financiers propres à la taille de notre structure, à la taille des petites et moyennes entreprises industrielles. Merci beaucoup Arnaud. On a fait le tour. Est-ce qu'on peut passer à la phase de questions-réponses ? Alors, une première question pour Arnaud, au sein de JVD. Comment avez-vous réussi à convaincre la direction de lancer le projet ? Eh bien, on a cette chance de ne pas avoir eu à convaincre la direction. Parce qu'en fait, le projet, la genèse du projet, c'est le comité de direction. Et le comité de direction, on a notre direction générale. Donc, quelque part, quand je disais que l'ambition, elle doit être forte, elle doit être portée par la direction générale, c'est dans le cas où la direction générale n'est pas moteur dans l'émergence d'un projet de ce type. Et chez JVD, on a eu cette chance d'avoir la direction générale très tôt, dès la genèse du projet. Une deuxième question pour Benjamin. Quand identifier le bon moment pour lancer une initiative si le marché ou la réglementation ne sont pas encore là ? On arrive, la bonne connaissance de la réglementation donne quand même des jalons de transition du marché. Par exemple, les contraintes d'achat public, les interdictions de destruction, etc. Une autre indication, c'est aussi certain nombre d'études qui parlent de contraintes sur des ressources. Mais je pense que la bonne manière de voir ça quand même, c'est de ne pas trop, dans l'absolu, c'est quand même de ne pas trop tarder à explorer ces modèles-là et d'avoir des capacités de circularité qui soient au chaud et être capable de passer à l'échelle, sauf si bien sûr la conviction est forte que la circularité aura lieu dans 30 ans. Mais beaucoup de marchés quand même ont des perspectives de développement fort de circularité dans la décennie en cours. Et on voit que des pilotes ne se font pas en deux mois. Donc, j'y répondrai plutôt en disant ne tardez pas à explorer des modèles circulaires, quitte à explorer un modèle, par exemple de la réparation, puis ensuite à l'enrichir avec du reconditionnement plus tard. Mais ne tardez pas à explorer pour vous donner la capacité de réagir vite dans un monde qui est quand même assez aléatoire. Une question pour Jean-François. À qui doit revenir la gouvernance pour une telle initiative ? Alors on l'a vu, effectivement, ces sujets couvrent l'ensemble de la chaîne des opérations. Donc on pourrait se dire, oui, c'est forcément un patron des opérations.
En fait, ça va bien au-delà. Vous l'avez vu qu'au-delà de l'optimisation et de l'efficacité opérationnelle, on va couvrir des problématiques d'offres, des problématiques commerciales, des problématiques même marketing, de communication pour faire connaître ces sujets. Donc on est forcément sur un niveau de responsabilité de direction générale. Et ça montre aussi que ces sujets d'économie circulaire, au-delà de, bien sûr, on peut avoir, comme chez JVD, cette logique de mission, entre guillemets, sociétale, mais il faut qu'à un moment donné, ça se réconcilie avec des objectifs économiques et une démonstration, on va dire, d'efficacité et d'impact positif sur un PNL d'une entreprise. Une question pour Benjamin. Comment identifier le bon modèle à lancer pour mon activité? Oui, alors c'est une question qui est très ardue et qui est en amont de ce qu'on a pu voir précédemment. C'est une question à laquelle les directions des opérations doivent être intimement, elles doivent être impliquées. Parce que bien souvent, ce sont des critères opérationnels, ce ne sont pas les seuls, mais en tout cas les critères opérationnels sont importants dans la décision du bon modèle. Je vais vous illustrer le cas. Je suis un fabricant de machines à laver, je peux me poser la question de la location de machines à laver, location courte durée. Je pense très vite, vous pouvez vous dire, une machine à laver, c'est hyper lourd, on s'en sert quand même fréquemment, c'est prend pas le bon candidat, et en fait, pour des considérations physiques et derrière aussi opérationnelles, que déplacer une machine à laver, ça va être très coûteux, ça va être très compliqué. Au-delà même de considérations commerciales. Donc, voilà. Donc, je pense que cette analyse-là, elle est à faire bien sûr au cas par cas, mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'elle doit impliquer fortement les directions opérationnelles, tant on a vu que les défis opérationnels sont nombreux, et des fois, on l'observe fréquemment, tous les produits ne sont pas éligibles à tous les modèles. Et bien souvent, c'est pour des raisons opérationnelles. Et peut-être, juste pour compléter, dans la recherche du bon modèle, on est peut-être sur une démarche un peu différente sur l'étude d'opportunité. Parce que ça fait lien avec le sujet réglementation. On va devoir un peu faire le mapping de quels sont nos clients, là où sont nos gisements de produits, etc. Mais après, en termes d'opportunités commerciales, il faut faire le lien très fort avec la réglementation et la projection dans le temps. Donc quand on va se dire... ça, c'est une bonne opportunité. C'est peut-être pas les mêmes critères pour une opportunité au sens circulaire, ou en tout cas avec une projection plus longue, que pour le lancement d'un nouveau produit de façon classique. Vous n'avez pas parlé de traçabilité. Comment fait-on? Oui, on l'avait évoqué dans les défis au départ. Sur la partie traçabilité, c'est un vrai sujet. Et, honnêtement, tous les clients avec qui on discute ont des difficultés. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors pourquoi ils ont des difficultés? C'est parce qu'il y a la traçabilité réglementaire, mais après aussi, il y a une multiplication des nombres de références. Quand on a un téléphone neuf, on va avoir aussi un téléphone HS et un téléphone reconditionné avec peut-être plusieurs niveaux d'état. Donc on multiplie le nombre de codes articles à gérer. Et du coup, on doit savoir aussi quelle est l'origine et remonter le flux. Souvent, ça se fait de façon incrémentale, en allant pas à pas, en essayant de décomplexifier et puis de faire morceau par morceau. Sinon, il faut savoir aussi qu'il y a des solutions sur le marché assez simples qui existent, justement qui sont dédiées à cette traçabilité et cette complexité un peu plus forte. Et si on veut aller vite sur un pilote, c'est aussi une solution d'avoir ça peut-être en parallèle. Ça permet d'aller vite, de tester et de prévoir sur un temps un peu plus long les évolutions informatiques que nécessite la traçabilité ou la complexité, la diversité des références. En complément de ce que tu dis, Adrien, sur la partie traçabilité, dans le cas du reconditionné, souvent on s'appuie sur les serial numbers, les numéros de série des produits qui reviennent. Et du coup, on peut embarquer via un nouveau numéro de série d'un produit reconditionné l'historique du produit collecté. On a une dernière question qui concerne les coûts. Au-delà des coûts, quels sont les impacts sur les stocks ou le BFR et comment les maîtrise-t-on? Pour Benjamin. Ouais, c'est effectivement un vrai défi opérationnel qu'on n'a pas abordé, mais qui mériterait, je pense, encore une heure. On le voit en particulier dans le reconditionnement.
le BFR est très sollicité. On rachète les produits, on les garde un certain temps en stock, on va leur apporter de la valeur, on va mobiliser des pièces, et puis ensuite on va les revendre. Donc on retrouve toute l'équation de BFR traditionnelle, avec malheureusement, comme on a évoqué, on est obligé de faire rallonger les délais, donc qui plus est plus longue. Et là-dessus, c'est un vrai point d'intention pour les équipes de piloter le BFR. Alors sur les pièces de rechange, par exemple, ça va être de travailler des pièces communes pour limiter l'explosion. On a évoqué le rétrofit, également inciter au rétrofit vise à limiter l'explosion des stocks fin de vie, voilà, quand on est obligé de réparer ou reconditionner des équipements qui seraient hors production neuve. Ne pas acheter également ne pas acheter les produits, ou acheter plutôt les produits, s'approvisionner les produits de manière le moins chère possible, a également un impact positif sur le BFR, puisque bien sûr le sous-jacent est à coût nul. On ne fait que lui apporter la valeur, donc ça également c'est bénéfique. C'est un vrai point d'attention pour les équipes et un vrai défi. Dernier élément à avoir en tête, c'est pour revenir sur la notion de sponsorship du comité de direction et du DG, il est clair que ces modèles circulaires peuvent induire des nouveaux arbitrages en termes de mobilisation de BFR pour une entreprise et donc doivent être prises au plus haut niveau, cette nouvelle équation économique coût BFR à mobiliser. Et donc le consensus et la modélisation économique et l'accord de tous, du directeur financier, du DG, du directeur des opérations, est importante pour valider le bon arbitrage BFR. Peut-être quelques exemples. C'est juste que sur la partie coût, alors pièces de rechange mises à part, parce qu'il faut acheter et porter les pièces de rechange, mais en tout cas sur les produits HS, il y a quand même pas mal d'acteurs qui arrivent à récupérer ces produits à réparer à coût nul. Parce que donc les professionnels ou les personnes qui leur mettent à disposition, ils voient une autre valeur dans l'offre. Ça va un peu avec le sujet ne pas hésiter à être innovant dans la construction de l'offre. Il y a quand même plusieurs exemples d'industriels qui arrivent à récupérer ces produits HS à coût nul, et c'est une composante nécessaire pour l'équilibre du business case et la rentabilité de l'offre. C'est bon. Je crois que nous n'avons plus de questions, donc il me reste en fait à vous remercier d'avoir participé avec nous à ce mois de l'innovation. Je tenais à remercier tout particulièrement l'ensemble des intervenants qui nous ont aidés à animer ces séances autour de ces 11 webinaires. J'espère qu'on vous a apporté un éclairage et des éclairages intéressants sur le futur des opérations. Et je vous encourage vivement à revoir ou voir en replay ces séances soit sur YouTube, soit sur la page LinkedIn d'Argo & Co.